Ravi de vous retrouver sur les antennes de Chérif la télévision pour cette nouvelle tranche de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le guide spirituel des Ansar a reçu les militants Ansar du comité de Gabakoro Droit et Périphérie. C'était le mercredi 8 avril 2026. La délégation était venue, entre autres, saluer son éminence Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, lui réitérer leur engagement et enfin solliciter ses sages conseils et précieuses bénédictions. Les images de Louti Sidibé commentées par Kafouni Bachili. Les militants Ansar du comité de Gabakoro Droit et ses périphéries ont effectué le déplacement vers le domicile chérifien à Bankoni Djanginebougou afin de rendre visite au guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. À travers cette grande mobilisation, il s'agissait pour les Ansar de Gabakoro Droit, de Salah, de Chikoro, de venir témoigner leur affection, renouveler leur engagement auprès de Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Par la même veine, formuler et solliciter des bénédictions pour que les vœux des uns et des autres puissent être exaucés. Les braves dames du comité de Gabakoro Droit et Périphérie n'ont pas voulu se faire raconter cette rencontre avec les guides spirituels des Ansar qui s'est déroulée dans une ambiance de grands jours. Elles étaient également déterminées aux côtés des hommes pour la cause. La porte-parole des militantes a tenu des témoignages élogieux sur la personne du guide spirituel des Ansar avant de lui adresser ses vifs mots de remerciement pour les avoir guidés vers le droit chemin. Animé d'un sentiment de grande fierté en recevant ses disciples venus de Gabakoro Droit et environ, le guide spirituel des Ansar a remercié ses visiteurs pour leur démarche et leur marque de considération. La formulation de bénédiction a mis un point final à cette rencontre. Actualité oblige, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la République du Mali et le Royaume du Maroc, Monsieur Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, séjournait au Mali. Accueillis par son homologue, les deux personnalités ont co-animé un point de presse ce vendredi 10 avril à Koulouba, avec à la clé une déclaration du gouvernement de la République du Mali. En substance, le Mali retire officiellement sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique, suivant la teneur de la déclaration officielle lue par M. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La République du Mali entretient avec le Royaume du Maroc des relations historiques, solides et profondément dans des valeurs partagées de fraternité, d'amitié sincère, de respect mutuel, de coopération fructueuse et de solidarité agissante. Cette solidarité agissante s'est manifestée de part et d'autre, en de multiples circonstances, tant dans le cadre des relations bilatérales que des processus multilatéraux au sein de forats internationaux d'appartenance commune. Dans le cadre du renforcement des relations devenues stratégiques entre nos deux pays, le gouvernement de la République du Mali salue la décision de tenir la prochaine session de la Commission mixte de coopération à Bamako avant la fin de l'année 2026. La République du Mali exprime sa reconnaissance au Royaume du Maroc et rend hommage à la vision progressiste et humaniste de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la constance des attentions fraternelles dont le Mali a bénéficié de la part du Maroc et pour le soutien continu, les initiatives louables et les actions concrètes en faveur de la stabilité, du développement, de l'intégrité territoriale ainsi que de l'unité nationale du Mali sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta,
président de la transition, chef de l'État. S'agissant de la question du Sahara, le Mali exprime son appui aux efforts de l'ONU, aux actions de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2797, adoptée le 31 octobre 2025. La République du Mali soutient le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse et crédible pour la résolution de ces différends et considère qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste. Après analyse approfondie de cet important dossier, qui a un impact sur la paix et la sécurité sous-régionale, la République du Mali a décidé, ce jour, de retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique RSD. Le Mali réitère son engagement à poursuivre ses efforts en faveur de la paix et de la sécurité internationale, fait à Koulouba le 10 avril 2026. Toujours à Koulouba, dans le même registre, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, prenant la parole, a exprimé toute sa gratitude face à cette nouvelle posture du Mali. Il a également fait des annonces fortes, notamment l'octroi de 300 bourses d'études par an au Mali et la suspension des autorisations électroniques de voyage au Maroc pour les Maliens. On en sait plus dans ses propos. Le retrait aujourd'hui par le Mali de sa reconnaissance de la pseudo-RSD, qu'il avait reconnue en 1984, intervient également dans le contexte de la dynamique actuelle, inédite, que connaît le dossier du Sahara marocain sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Une dynamique marquée notamment par l'érosion drastique des reconnaissances de cette entité. 54 États ont retiré leur reconnaissance de la RSD durant les 25 dernières années. Et rien qu'au cours des 2 dernières années, 5 pays ont retiré leur reconnaissance. Plus des 2/3 des États membres de l'ONU, plus de 120 pays, soutiennent désormais l'autonomie sous souveraineté marocaine comme cadre exclusif pour la résolution de ce différend. Et enfin, l'adoption en octobre dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2797 qui constitue un tournant décisif dans ce dossier. Le partenariat entre le Royaume du Maroc et la République du Mali se décline en une coopération mutuellement bénéfique, notamment dans les secteurs économiques à travers la présence d'opérateurs marocains au Mali et diplomatique à travers la concertation et la coordination sur les questions régionales et internationales. Ce partenariat couvre aussi des domaines sécuritaires, religieux, entre autres. Aujourd'hui, ce socle solide de notre partenariat bilatéral se voit ouvrir un nouveau chapitre, encore plus ambitieux et couvrant plusieurs domaines. Et je pense la commission mixte qui aura lieu ici à Bamako au mois de juillet prochain sera une occasion pour des annonces importantes pour la coopération bilatérale et pour renforcer le cadre institutionnel et juridique de nos relations et de ce partenariat stratégique. La dimension humaine a toujours été un pilier fort de notre relation bilatérale. Dans ce cadre, je voudrais annoncer aujourd'hui, d'un côté, l'augmentation du quota annuel de bourses dédié à la formation académique au Maroc au bénéfice des jeunes maliennes et maliens, pour atteindre 300 bourses par an à partir de l'année académique prochaine. De même, le Royaume du Maroc a décidé la suspension de l'autorisation électronique de voyage au Maroc pour tous les citoyens maliens. Les mesures concrètes pour cette décision seront faites pendant les 2 à 3 semaines prochaines ou plus tard. Et donc, à partir d'aujourd'hui, l'autorisation électronique de voyage au Maroc est suspendue pour les Maliens et on travaillera
sur des aspects techniques pendant les 2-3 jours pour qu'elle entre effectivement en vigueur. L'actualité nationale sur un tout autre plan dans ces 18 heures en direct sur nos antennes. La Fédération malienne de cyclisme a lancé officiellement la 12e édition du Tour du Mali à travers une conférence de presse tenue dans les locaux du ministère des Sports. La présente édition se déroulera du 14 au 18 avril 2026 et mettra en lumière les différentes régions du pays avec la participation de plusieurs pays de l'Afrique. La cérémonie était présidée par le ministre des Sports, M. Abdul Kassim Fomba. On en sait plus dans ce reportage signé Yacouba Goïta, Selougnari. La Fédération malienne de cyclisme a tenu ce jeudi 9 avril 2026 une conférence de presse dans l'enceinte du ministère des Sports, présidée par le ministre du tutelle, M. Abdul Kassim Fomba. Cette rencontre avec les hommes des médias s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 12e édition du Tour du Mali, prévue du 14 au 18 avril 2026. Face aux journalistes, les responsables fédéraux ont donné des grandes lignes de l'événement. Cette édition regroupera les équipes de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Burkina, y compris 3 équipes du Mali. C'est avec une immense fierté et une émotion renouvelée que je prends la parole aujourd'hui, ce matin, pour demander de façon solennelle à M. le ministre de lancer officiellement le compte à rebours de la 12e édition du Tour cycliste international du Mali. Le Tour du Mali, M. le ministre, n'est pas qu'une simple compétition sportive. C'est une vitrine de notre résilience, un symbole de notre unité nationale et un moteur de rayonnement pour notre pays sur la scène internationale. Pendant 5 jours, nos routes deviendront les théâtres d'une communion entre nos athlètes et les populations. Permettez-moi simplement de remercier chaleureusement nos partenaires et tous les sponsors qui nous accompagnent, mobilisés comme d'habitude pour faire de ce tour une fête médiatique sans précédent. Le 14 avril prochain, le drapeau du Mali flottera au-dessus des pelotons. Que l'esprit de fair play domine la course et que le meilleur gagne. Quant au ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Fomba, il a d'abord salué les partenaires de la Fédération malienne de cyclisme et exhorté tous les cyclistes à l'esprit de fair play. Je voulais remercier également vos partenaires, les sponsors que vous avez. En réalité, l'État ne peut pas tout faire. Nous avons 54 disciplines, mais pour pouvoir mener toutes les initiatives des disciplines, il faut impérativement des partenaires et des sponsors qui accompagnent. Donc le fait que vous soyez aujourd'hui à côté de la Fédération malienne de cyclisme, vraiment pour nous, est un grand support. Aujourd'hui, le cyclisme n'est plus seulement un sport. Le cyclisme, aujourd'hui, c'est, comme je le disais, la vitrine de notre pays. Les cyclistes sont également aujourd'hui des ambassadeurs, parce que vous portez haut le drapeau du Mali. Lorsque vous êtes ici ou même à l'extérieur, ce drapeau que vous portez fait de vous des ambassadeurs, fait de vous des acteurs qui doivent, peu importe ce qui se passe, vous devez avoir les comportements qu'il faut, vous devez avoir les mots qu'il faut, mais vous devez avoir la discipline et toutes les vertus que le cyclisme donne pour le faire briller ailleurs, parce que c'est l'image du Mali. Les vertus du cyclisme font partie également de la construction citoyenne de notre pays. Et j'avoue que ce serait très bien, au-delà de ce que vous êtes en train de faire, qu'on puisse réfléchir ensemble à des journées portes ouvertes du cyclisme, pour permettre aux jeunes des quartiers qui ne connaissent pas beaucoup cette discipline, de pouvoir s'intéresser à cette discipline. Très heureux de chaque fois voir que le cyclisme est en train de prendre de nouvelles dimensions au niveau du Mali. Et à chaque fois que nous voyons que vous organisez des événements, vous mettez, vous et votre équipe, tellement de sérieux là-dedans que j'avoue qu'on parlait beaucoup du Tour du Faso,
mais je crois que vous vous rapprochez très très rapidement pour avoir à peu près les mêmes dimensions que le Tour du Faso. Donc vraiment félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et cela montre que le sérieux aujourd'hui dans tout ce que nous faisons nous amène loin. Avec cette 12e édition, la Fédération malienne de cyclisme ambitionne de renforcer la visibilité du Mali sur la scène sportive internationale et de promouvoir davantage la pratique du cyclisme chez les jeunes. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a qualifié vendredi le président américain Donald Trump de déstabilisation du monde, l'accusant d'avoir plongé la planète dans un chaos que rien ne justifie par sa politique étrangère, notamment à travers la guerre contre l'Iran, intervenant jeudi au musée des civilisations noires de Dakar lors d'une conférence internationale intitulée « Autonomie, patriotisme et monde multipolaire, l'Afrique à la conquête de sa souveraineté ». En présence du géopolitologue français Pascal Boniface, Sonko a prononcé une charge directe et sans concession contre l'administration Trump. Monsieur Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde, a-t-il déclaré, selon des extraits largement diffusés par plusieurs médias sénégalais et internationaux. Le chef du gouvernement sénégalais a ironisé sur les déclarations répétées de Trump revendiquant le prix Nobel de la paix. Il paraît que le président américain Donald Trump aime à demander à tous ceux qu'il rencontre s'ils méritent le prix Nobel de la paix, a-t-il lancé, avant de s'interroger « Est-ce que le monde est plus sûr? Est-ce que le monde est en paix depuis son arrivée au pouvoir ?» répondant implicitement par la négative. Les États-Unis eux-mêmes n'échapperont pas aux conséquences, a-t-il ajouté, dans un réquisitoire plus large sur le désordre mondial provoqué selon lui par les interventions occidentales. Le Premier ministre a rappelé l'échec historique des grandes opérations militaires américaines et alliées au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie et en Somalie. Les pourparlers entre les délégations iraniennes et américaines à Islamabad devraient se dérouler sous deux formats, direct et indirect, a rapporté la chaîne de télévision CNN, citant des sources. L'ordre du jour des pourparlers sera vraisemblablement approuvé par les États-Unis et l'Iran par l'intermédiaire de représentants du Pakistan, agissant en tant que médiateur, après quoi les parties passeront à des négociations directes selon le rapport. Le vice-président américain, J.D. Vance, est arrivé dans la capitale pakistanaise Islamabad pour des négociations avec la délégation iranienne, a rapporté samedi l'agence de presse Reuters, citant des sources. Selon elle, l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff et l'homme d'affaires Jared Kushner sont également arrivés dans la capitale pakistanaise pour les pourparlers de paix. La délégation iranienne, conduite par le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, est arrivée vendredi soir dans la capitale pakistanaise. Elle comprenait également le gouverneur de la Banque centrale iranienne, Adol Nasser Hemati, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Akbar Ahmadian, et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rapporté la télévision d'État iranienne. Vendredi soir, Ghalibaf a déclaré que les États-Unis n'avaient pas respecté deux conditions de trêve qui doivent être remplies avant le début des négociations, à savoir un cessez-le-feu au Liban et le dégel des avoirs iraniens. Les États-Unis continuent de déployer des troupes au Moyen-Orient en vue d'une opération potentielle, alors même que les préparatifs des négociations avec l'Iran au Pakistan se poursuivent, a rapporté le Wall Street Journal, citant des responsables américains. Selon cette publication, de nouveaux avions de chasse et d'attaque sont récemment arrivés dans la région et entre 1500 et 2000 soldats de la prestigieuse 82e division aéroportée de l'armée américaine pourraient être livrés dans les prochains jours. Le porte-avions USS George Washington Bush, accompagné de ses navires, a quitté la base navale de Norfolk en Virginie fin mars et se trouve actuellement dans l'Atlantique, tandis que l'USS Boxer, avec la 11e unité expéditionnaire des Marines, a quitté sa base en Californie mi-mars et se trouve dans le Pacifique. Ces deux formations mettront plus d'une semaine pour atteindre le Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump affirme de son côté que les Iraniens ont été épargnés lors de l'opération militaire américaine uniquement pour pouvoir négocier avec Washington. Les Iraniens semblent ignorer qu'ils n'ont aucune carte à jouer si ce n'est une extorsion à court terme du monde par le biais des voies navigables internationales. S'ils sont encore en vie aujourd'hui, c'est uniquement pour négocier, a-t-il écrit sur sa plateforme Troy Social.
L'Union européenne est un bon projet qui se trouve actuellement entre de mauvaises mains, a déclaré le Premier ministre slovaque Robert Fico. Le principal problème de l'Union européenne, c'est que c'est un bon projet, mais qu'il est entre de mauvaises mains. Nous n'avons pas de stratégie interne propre. Nous sommes obsédés par la Russie et rien d'autre. C'est le seul sujet de conversation. Ce n'est plus l'Union européenne que nous connaissons. C'est un cabinet de guerre. Nous nous réunissons et discutons combien d'argent, combien d'armes. L'Union européenne n'a pas de politique étrangère propre. Si, en cas de guerre en Ukraine, nous sommes prêts à imposer toutes les sanctions possibles, alors concernant la situation à Gaza, nous sommes incapables de développer une position commune. Après tout, vous savez ce qui s'est passé et ce qui se passe à Gaza. Pourquoi n'y a-t-il pas de sanctions contre Israël, comme celle contre la Russie, a déclaré le Premier ministre dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Par ailleurs, M. Fico a exprimé des doutes quant à la stabilité de l'Alliance Atlantique-OTAN au vu des récentes déclarations du président américain Donald Trump. Il se pourrait que le président Trump décide de quitter l'OTAN et nous devrons alors répondre à la question de la sécurité, ce qui, à mon avis, est extrêmement difficile pour nous tous, a-t-il déclaré. Page noire de ce quotidien de l'information, les obsèques de notre doyen journaliste Mahaman Amey Cissé se sont déroulées ce vendredi 10 avril 2026 à son domicile quartier Amdalaï. Décédé la veille, il laisse derrière lui une presse malienne orpheline. Parents, amis, collaborateurs et plusieurs personnalités sont venus lui rendre un dernier hommage. Pour Chérif la télévision, Madi Awakebe, nous on connaît avec la voix de Khadija Traoré. Toute âme goûtera la mort, dit-on. Le monde de la presse malienne est à nouveau endeuillé par la disparition de Mahaman Amey Cissé, survenu ce jeudi 9 avril 2026. Figure emblématique et pionnier de la presse privée au Mali, il est le fondateur du journal satirique Le Scorpion, à travers lequel il a imposé un style engagé, rigoureux et profondément attaché à la vérité. Ce vendredi, ils étaient nombreux à lui rendre un dernier hommage. Parents, amis et proches collaborateurs, tous inconsolable salue la mémoire d'un homme humble, doté d'un leadership rare. Un homme humble, un homme de conviction et de principe, un homme qui est très porté sur le social, un rassembleur au niveau de notre famille, parce qu'il se bat toujours pour que l'union se raffermisse davantage. Il a même fini par organiser des séances mensuelles de retrouvailles des membres de la famille à son domicile. Donc je retiens aujourd'hui que nous avons perdu un grand homme, un homme d'une grande humilité. Bon, disons que c'est, je dis un ami de longue date, parce que ça fait plus de 35 ans qu'on est amis. On partage tout. Jusqu'à ce que les gens nous confondent pour même dire que nous sommes des jumeaux. En fait, quand on me voit, on ne le voit pas, on s'inquiète, on demande où est-ce qu'il est. Et quand on me voit, on ne le voit pas, on me demande aussi c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Et on partage tout, les communications, les projets, la réflexion sur la profession de journaliste, tout ce qui concerne en tout cas les questions de liberté de presse, les questions des médias, des questions de développement du pays de façon générale. On les partage. Donc il ne fait rien sans moi et je ne fais rien sans lui. On partage toujours pour conjuguer nos efforts, pour avoir une réflexion poussée par rapport aux questions qui intéressent la profession ou le pays en général. Tout au long de son parcours, Mahaman Amey Cissé a consacré sa vie à la promotion d'une presse libre, professionnelle et responsable. Son engagement et sa rigueur ont marqué plusieurs générations de journalistes. Les acteurs des médias, notamment responsables des organisations professionnelles, lui ont rendu un vibrant hommage. La forte mobilisation d'anciens ministres, de premiers ministres et de cadres maliens témoigne de l'ampleur de la perte. La presse malienne perd un grand homme de conviction, toujours disponible pour accompagner et inspirer la jeune génération. Mahaman Amey Cissé a été conduit à sa dernière demeure au cimetière d'Amdalaï, entouré des siens et de ses confrères, laissant derrière lui une famille, toute une corporation en pleurs. Son héritage demeurera une source d'inspiration pour les acteurs des médias au Mali et au-delà. Dorampère, cher doyen, Amin.
Voilà, c'est sur cette triste nouvelle que se referme ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes.